Mais considère aujourd'hui qu'un certain nombre de choses votées sont inopérantes. Roland Lescure a précisé ce matin sur BFM TV que les présidents des groupes parlementaires étaient invités cet après-midi par le gouvernement. Dernier jour de débat aujourd'hui à l'Assemblée sur la partie recettes du budget de l'État. Roland Lescure qui menace également de fermer Shein en France après la découverte de poupées à caractère pédopornographique sur la plateforme. Le géant chinois du e-commerce est au cœur d'une polémique alors que son tout premier magasin physique pérenne dans l'Hexagone doit ouvrir ses portes mercredi à Paris. Et les crimes commis par Joël de Squarnec de retour devant la justice cet après-midi. La Cour criminelle du Morbihan va évaluer les dommages et intérêts versés aux victimes du chirurgien pédocriminel. Une cinquantaine de dossiers va être examinés. Fin mai, Joël de Squarnec avait été condamné à 20 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes. Le chèque énergie va bientôt arriver chez vous. La distribution commence aujourd'hui. La date d'envoi diffère selon les départements. Certains devront encore attendre la fin du mois. Le montant du chèque énergie s'élève en moyenne à 150 €. Environ 5,5 millions de foyers devraient en bénéficier cette année. Les propriétaires des résidences secondaires, eux, doivent recevoir en ce début de semaine leur avis de taxe d'habitation. Un courrier qui ne devrait pas faire plaisir car près de la moitié des communes concernées ont décidé de la majorer selon la Direction générale des finances publiques. De nombreux hommages après la disparition de Charles Coste, le doyen mondial des champions olympiques. Avant-dernier relayeur des JO de Paris l'an passé est décédé jeudi dernier. Sa flamme continue de briller dans nos mémoires et de nous éclairer, a notamment écrit Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Charles Coste avait 101 ans. Et puis en foot, un choc ce soir en Ligue 2. Pau, 5e au classement, accueille le leader 3. Coup d'envoi de cette rencontre, la dernière de la 13e journée à 20h45. Très belle journée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver lundi 3 novembre. On est ensemble avec vous pendant 2 heures pour commenter l'actualité avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis, bonjour sur Valérie, bonjour YouTube. Bonjour, et puis on peut voir le documentaire que vous avez produit sur la sécurité sociale sur la chaîne parlementaire. Mehdi Raïch, analyste politique, bonjour à vous. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Et Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, le retour. Bonjour. Oui, après l'été, hein, c'est bon. Oh bah l'été, il est long, dites donc, à Marseille, vous êtes Marseillais, vous, hein. Non, après, je parlais de mes émissions sur Sud Radio où j'ai participé, c'était en août dernier. Voilà. Ah d'accord, mais il n'y a que moi qui compte. Je sais bien qu'il y a que toi qui compte. Donc Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et on est ravis de vous retrouver depuis Marseille. On va revenir sur la polémique autour de Shein, on dit Shein, Shein qui vend des poupées sexuelles adolescentes. Est-ce qu'il faut interdire cette marque en France? Est-ce que c'est possible? Et puis quand on regarde un petit peu sur le web, on se rend compte, c'est Juliette Rioufol qui a mené l'enquête, on se rend compte que il y en a un peu partout et que c'est très facile de s'en procurer. L'impôt sur la fortune improductive, encore un nouvel impôt voté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Est-ce que ce budget va aller au bout? Est-ce que c'est, comme on le dit un petit peu partout, la semaine de tous les dangers pour le Premier ministre, avec un risque de censure, refus d'obtempérer, encore un jeune homme fauché, un jeune homme de 19 ans à Lille. Bref, beaucoup de sujets, une prescription médicale de télétravail, c'est-à-dire que si vous êtes malade, vous aurez la possibilité de travailler depuis chez vous, encore une usine à gaz en vue. Bref, tous ces sujets avec vous. Et Manu vous attend au 0826 300 300. Moi, j'avais envie de commencer avec un coup de cœur et une immense peine pour cette fleuriste à Caudry, dans le Nord. Vous avez vu, alors, il faut savoir que la Toussaint, c'est une des périodes de l'année où les fleuristes vendent énormément de fleurs pour la Toussaint. Écoutez, elle s'est fait voler toute sa recette. Mon domicile s'est fait cambrioler. Et ils sont partis avec l'intégralité de la recette en espèces et en chèques de la Toussaint. Donc, après avoir passé beaucoup de temps avec la gendarmerie hier soir, c'est eux qui m'ont conseillé de faire cette vidéo et en appeler à votre sympathie, à votre compréhension et à votre humanité pour venir tout simplement nous régler du coup vos fleurs. Puisque du coup on n'a plus rien.
Ça fait une semaine qu'on se bat, qu'on travaille de 6h30 du matin à 22h le soir pour vous satisfaire, pour vous faire une Toussaint incroyable avec des fleurs vraiment très jolies. Et tout ça, ça a été réduit à néant en 1 minute 30 par des abrutis qui se rendent même pas compte qu'ils peuvent détruire quelqu'un et surtout détruire un commerce. Voilà, donc il y a évidemment une solidarité qui s'est organisée. Beaucoup de commerçants de Caudry ont lancé des cagnottes et Éric Larchevêque qui a fait une énorme commande. Voilà, a fait une énorme commande en disant que c'était très très grand chez lui et qu'il y aurait beaucoup de fleurs. Donc voilà, mais c'est la tragédie de ces cambriolages qui, au-delà du sentiment d'être démunis face à ça, et c'est des salauds quoi. Ouais, vraiment des salauds. Donc ceux qui ont acheté à Caudry, évidemment, avec des chèques, sont appelés à faire opposition. Ouais. Mais j'étais très touchée par cet appel parce qu'on sent la détresse et la fatigue. La fatigue quoi. Elle a bossé pendant une semaine et perdre comme ça toute cette recette. Alors bon, lui souhaite, si vous voulez l'aider, vous pouvez participer à la cagnotte. Mais je crois que la cagnotte a rattrapé, ça y est, le montant d'origine et que les habitants, comme vous l'avez dit, les commerçants et Éric Larchevêque en l'occurrence, se sont mobilisés au moins à égale part, voire plus. Donc c'est aussi rassurant sur un état d'esprit en ce moment où on dit qu'on n'est pas tous qu'on tire pas tous dans le même sens. Vrai. Non, mais quand on voit ça et qu'on voit que cette cagnotte a tout de suite pris, et aussi, moi je trouve, faut quand même le reconnaître, l'idée des gendarmes, parce qu'elle le dit elle-même, c'est les gendarmes qui ont dû être touchés aussi par cette histoire. Je trouve que c'est un formidable élan de solidarité de tous les côtés, et vous avez bien fait de le souligner ce matin, Valérie. Oui, je trouve que voilà, il y a à la fois le dégoût de ces salauds qui vont cambrioler et la solidarité. Je ne sais pas si ce que ça vous inspire. Ce que je note, c'est alors je ne sais pas si c'est la gendarme ou la police, mais qui conseille à cette femme de faire cette vidéo pour créer un élan de solidarité. Donc, au contraire, c'est plutôt la police a plutôt eu le bon nez là-dessus. Donc c'est très bien. Et puis merci à toutes les personnes qui la soutiennent et qui ont financé tout ça. Oui, puis des commerçants. Donc il y a un commerçant qui a un restaurateur qui offre 5 bouquets à 30 €, etc. Donc chacun fait selon ses moyens. Mais c'est vrai que ça vous touche aussi. Oui, alors moi ça me touche. Et en même temps, ce qui m'épate, c'est que vous savez, cambrioler aujourd'hui, attaquer une caisse, c'est de plus en plus difficile parce qu'il n'y a plus rien dans la caisse. En fait, en réalité, toute la monnaie, elle est plus. Tout le cash a disparu. Nous sommes dans un débat budgétaire et fiscal. En réalité, on est face à quelque chose qui aujourd'hui est tellement passé par carte bancaire et ainsi de suite que ça pose d'autres questions d'ailleurs sur la manière de faire du commerce. Donc tant mieux pour cette jeune femme, tant mieux pour son activité, tant mieux pour l'idée. Je suis assez d'accord avec Alex. Je pense que dans un contexte où on nous dit en permanence que la société est multifracturée, cassée, que les gens se détestent, qu'ils ne s'aiment pas, on voit finalement que dans beaucoup de cas, lorsqu'il y a des affaires de ce type, mais pas seulement, on a c'est pas des réflexes, c'est de la solidarité qui s'organise immédiatement. Et ça, je trouve que c'est très communautaire au sens géographique souvent, mais pas seulement. Regardez, et c'est pas simplement porté par les réseaux sociaux, c'est aussi tout à fait classique et physique dans la vraie vie. Et ça, je trouve que ça, c'est le bon signal dans une affaire triste et dans d'autres affaires tristes. Jean-Luc, un mot? Oui, joli élan de solidarité, très bien. Et je trouve que les gendarmes, parce que je pense que c'est les gendarmes, ont bien réagi aussi en disant à cette dame, à cette commerçante, allez-y, faites un appel public. Alors après, la réaction populaire a l'air extrêmement forte, tant mieux pour elle. Elle s'appelle Juliette, donc elle est à Caudry, et si vous voulez lui acheter des fleurs, allez la soutenir. On peut le faire. C'est un beau métier. Parlons du budget, donc de ce budget. On va peut-être le faire avec vous, cher Jean-Christophe, puisque vous aviez un coup de gueule. Écoutez, vous savez, tout ça est parti d'une volonté politique de gagner du temps, de stabiliser quelque chose qui ne peut pas être stabilisé, et surtout de créer une poche de temps politique entre le moment où il y a eu cette réunion chez Emmanuel Macron de beaucoup de chefs de parti et les prochaines élections municipales qui auront lieu en mars à Marseille, à Paris et ailleurs, partout. Et notamment deux ex-grands partis, le Parti socialiste et les Républicains, ont un grand rendez-vous à cette occasion. Et donc, on participait à quelque chose qui a été une espèce d'opération Frankenstein, j'appelle ça Frankenstein, parce que ça crée les conditions d'un budget, d'une procédure qui part sur un mensonge, le 49.3 qui ne sera pas utilisé, alors que
je mets pas ma main au feu, mais si vous voulez, soit on passe le budget aux ordonnances, ce qui sera la première fois depuis toute l'histoire de la Ve République, soit on aura d'autres solutions. En tout cas, pour moi, c'est 44 et c'est l'article 44 par contre, et c'est vraiment ça qui se passera. Et donc, on a en ce moment une espèce de moment incroyable, puisqu'en plus, on est évidemment procédure budgétaire, recettes avant dépenses, alors qu'on sait très bien que c'est en grande partie sur un système de dépenses qu'on doit travailler plus que sur le système de recettes aujourd'hui, en tout cas en priorité. Et donc, la procédure fait qu'on commence par les recettes, ça c'est quelque chose de différent, mais voilà. Donc on a un concours incroyable de fiscalité nouvelle, d'opérations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne mesure pas, parce qu'on n'a pas le temps. Chacun y va de sa proposition. Et oui, parce que c'est le débat parlementaire, mais dans un contexte tellement contraint, pas préparé, qu'on assiste à un débat qui n'est plus d'ailleurs, qui ne permet pas de faire ce qu'on voulait faire au départ, c'est-à-dire remettre le Parlement au centre du débat, mais au contraire, on l'humilie presque, parce que tout le monde finalement y va de sa petite idée. Donc ce Frankenstein qui peut évidemment être un être vivant à un moment donné, mais ne créera rien de bon, hormis qu'il aura permis à des gens politiquement de préparer les municipales dans des conditions qui évitaient dissolution, évitaient instabilité politique d'ici là. Oui, 0826 300 300. Moi, j'ai envie que vous nous appeliez pour nous dire ce que vous comprenez de ce qui est en train de se passer en France. Non, mais il n'y a pas d'avoir beaucoup d'appels. Vous appelez pour vous expliquer et vous dire ce qu'ils comprennent. Votre colère. Dites-nous rien ou la colère ou on a l'impression que effectivement on ne parle que de taxes et on entend assez peu parler des économies qu'on pourrait faire. Donc on fait quoi pour économiser, parce que c'est une sorte de tonneau des Danaïdes. On verse de l'argent et pour aller où, pour faire quoi? C'est ce budget, effectivement. Je peux pas vous dire plus que. Non, vous non plus. Non, mais je comprends un petit peu plus parce que je m'y intéresse et parce qu'on est, on est forcément nous entre guillemets de ce côté-là. Non, mais objectivement, moi, ce que je trouve, pardon, je vais utiliser le mot affligeant, c'est de voir que les uns votent avec les autres pour pouvoir après voter, faire en sorte qu'on puisse voter après pour eux, pour leur amendement. Voilà, c'est tout ce que je trouve que la politique rate, c'est le fait de dire au revoir à ses convictions, même dans le budget. Parce que la réalité, moi je suis désolé, ça va passer par ordonnance ce budget. Qu'est-ce que ça veut dire par ordonnance? Peut-être faire un peu de pédagogie. En fait, 49.3, ça veut dire que vous passez de l'avis du gouvernement. Ordonnance, vous passez de l'avis de tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, vous passez directement par décret, entre guillemets, c'est pas décret justement, mais c'est par ordonnance, signature. Et donc vous demandez l'avis de personne, ça fait suite aux conversations et aux discussions que vous avez eues au Parlement. Le problème, c'est que derrière, vous avez censure. C'est sûr et certain que vous allez avoir censure. Je crois pas. Si, c'est obligatoire. À partir du moment où ça passe par ordonnance. Je vous le dis, l'ADN de cette opération, c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'on est face à un moment politique. On n'est pas face à un moment budgétaire, financier, de gouvernement. Mais quand même, on est dans quelque chose où il y a des gens qui veulent absolument protéger un moment politique. Si vous êtes républicain, si vous êtes socialiste et que vous avez une dissolution avant les élections municipales, vous passez à la trappe même des municipales. C'est-à-dire que vous aurez un moment politique qui vous condamne quasiment à non pas l'inexistence, mais à une grande difficulté politique jusqu'en 2027. Or, les deux partis en question aujourd'hui ne font que ça. Le deal qui a été signé, c'est que ça. Tu crois pas vraiment là qu'aujourd'hui, en faisant ce qu'ils font sans dissolution, les élections municipales, ils vont pas passer à la trappe? C'est une réalité locale, Alex. Où tout le monde va voter contre eux. Non, c'est une réalité locale. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, vous nous donnez votre avis, 0826 300 300. On continue. Et puis on parlera de Chine aussi. Là aussi, on attend vos appels. À tout de suite. Sud Radio. Mettons-nous d'accord et nous parlons de ce budget, de cet impôt sur la fortune improductive. Encore un nouvel impôt voté à l'Assemblée nationale, en sachant que ce budget risque fort de ne pas passer et qu'il y aura des ordonnances pour... oui, il ne passera pas. Non, le budget ne passera pas en l'état. Il ne passera pas en l'état. On a Frédéric en ligne avec nous. Bonjour Frédéric, vous nous appelez au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Oui, bonjour Frédéric. Eh bien, moi, je suis pas étonné, particulièrement de ces hausses d'impôts. C'est chaque année la même chose. Là, on en parle beaucoup, mais il y a des années où il y a des petites touches ici ou là qui sont rajoutées sans que nous nous en rendions compte. Ça fait 40 ans que ça dure parce que on a des politiciens qui sont dans l'incapacité totale. Et d'ailleurs, c'est une absence de volonté de réduire le budget, les dépenses de l'État. Ils ne le veulent pas. Parce que prendre ce chemin de réduction des déficits et d'essayer de tendre vers un budget équilibré, ça veut dire qu'il va falloir fermer tout doucement
le robinet et fermer en France le robinet des aides, c'est mortel pour beaucoup de politiques. Ça veut dire qu'il faudra mettre sur la table nos mots. Quels sont nos mots? Pourquoi nous dépensons de temps? Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Est-ce qu'ils sont mal employés? Est-ce qu'il y a trop d'aides sociales? Est-ce qu'il y a trop de personnes qui reçoivent ces aides sociales, etc. Il reste, je dis, il reste bilan à faire, non, parce qu'il a été fait. Il est fait régulièrement par la Cour des comptes, donc ou par les commissions du Sénat. Donc il suffit de ressortir des dossiers, des cartons où ils ont été enfermés savamment pour qu'on ne les rouvre plus, et on arriverait à réduire les dépenses, ce que tout le monde fait autour de nous, sauf nous, parce qu'on ne veut pas, nos politiques ne veulent pas prendre à bras le corps cette situation qui devient dramatique. Il y a un moment, on ne pourra plus payer. Il y a un moment, il faudra que les Français comprennent qu'on ne peut pas tout donner à tout le monde et que peut-être on ne peut pas non plus accueillir toute la misère du monde qui nous coûte une fortune, qui nous coûte une blinde, comme avait dit M. Macron il y a pas loin de 10 ans de cela. Un pognon de dingue, exactement, c'est vrai. Absolument. Je suis d'accord avec Frédéric. Ouais. Franchement. Alors, on va écouter peut-être notre ami. Merci Frédéric de nous avoir appelé Jean-Luc Benamias. Jean-Luc. Ouais. Nous n'accueillons pas toute la misère du monde dans ce pays. Je peux pas entendre ça. On accueille un certain nombre de gens, comme tous les pays relativement riches. La France est relativement riche. On accueille un certain nombre de populations diverses et variées. Voilà. Ceci étant dit, moi, sur la situation aujourd'hui, je pense que je suis comme beaucoup de gens, totalement désabusé, et je ne suis plus les actualités de manière absolument complète. C'est-à-dire qu'on vit la même journée régulièrement. C'est un monde sans fin régulièrement. Donc à un moment donné, je pense que je suis un de ceux qui la suit plus que d'autres. Mais clairement, comment peut-on croire que dans les débats qu'on voit, je les écoute très peu, j'écoute plus le Sénat aujourd'hui que je n'écoute l'Assemblée nationale. Comment peut-on croire qu'il sortira quelque chose de positif de ce qui se passe aujourd'hui? C'est impossible. On revient à zéro à chaque fois. Comment peut-on croire que les négociations qui ont lieu en ce moment entre le Premier ministre et notamment le Parti socialiste ou des partis du Parti socialiste, des membres du Parti socialiste peuvent aboutir? Derrière, il y aura le Sénat qui de toute façon annulera tout ce qui aura été discuté au niveau de l'Assemblée nationale. À un moment donné, le retour aux élections est obligatoire. La dissolution est obligatoire. Alors, est-ce que ça arrive dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois? J'en sais rien. Comme personne, d'ailleurs, personne ne le sait. Mais on ne peut être que désabusé par rapport à la situation totale, politique, dans laquelle nous vivons. 2 ans, depuis le 7 juillet d'il y a 2 ans, on vit dans un monde parallèle. Une espèce de monde virtuel politique. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que légalement, dans la Constitution, la France doit se doter au 31 décembre au plus tard d'un budget. Exact. C'est obligatoire. On ne peut pas faire ça, sinon on entre officiellement en crise budgétaire. Et là, on va se faire sanctionner comme pas possible par les marchés. Vous avez une Assemblée nationale, du moins une majorité gouvernementale, un gouvernement aujourd'hui, qui tient sur 2 éléments qui sont très fragiles, le PS et les LR. Si il y a dissolution, imaginons que le président Macron dissout maintenant, le PS et les LR disparaissent de la carte politique. Donc ils ne vont pas, ils vont tout faire pour ne pas dissoudre. C'est pour ça que l'objectif de Sébastien Lecornu de dire je ne vais pas passer par la 49.3, c'est du pipeau, c'est un théâtre. Tout ce qui est en train d'être discuté aujourd'hui sur tous les amendements, en fait c'est uniquement une manière de gagner du temps, puisque arrivé à la mi-novembre, vous ne pourrez plus plus dissoudre, parce que vous allez devoir organiser des élections, ça va durer 45 jours, un nouveau gouvernement, et ensuite rediscuter un budget. Donc le seul optique est de passer par ordonnance, et dans ce cas-là, tous les amendements qui ont été discutés lors des diverses commissions, en fait, on reviendra au budget initial qui a été proposé par Bayrou et le premier gouvernement Lecornu. Donc en fait, c'est une tactique politique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la com, mais concrètement, la situation elle est bloquée. Vous pouvez pas faire autrement. Vous aurez le petit 49.3 qui s'appelle le 44.3, qui est avant même l'ordonnance, qui est une procédure du vote bloqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus d'amendement, parce qu'on considère qu'on a été trop loin, qu'on n'a plus le temps, effectivement, que certains ne sont pas passés par commission, voilà, bon. Et donc on peut le faire soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, soit dans les 2 cas. Et donc en fait, en réalité, le gouvernement fait voter sur un texte unique qui est le sien.
Ouais. Qui est le sien, c'est-à-dire l'immigration d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et donc ça a été. Alors, pour le coup, les ordonnances, on les a jamais connues. Par contre, celui-là, on l'a connu non pas sur le budget, mais sur d'autres textes, les retraites, du SOP sur les retraites en 2023. Maintenant, donc on est face à quelque chose qui, de toute manière, encore une fois, c'est très clair. Mais il a bien dit ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire c'est un calcul politique. Oui. C'est un calcul politique de deux partis avec un bloc central qui, lui, en fait avec Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron. Ça a été signé sur le papier, si je puis dire, à l'Élysée le vendredi. À l'Élysée le vendredi précédent, rappelons-nous, le moment où on pensait qu'il y allait y avoir dissolution. Eh bien non, Emmanuel Macron a sauvé finalement son propre destin jusqu'au municipal. Et donc quasiment, puisqu'on peut aller plus loin, une fois qu'on a passé les municipales, à ce moment-là s'enclenche 2027. Et il n'y aura pas de dissolution avant l'élection présidentielle de 2027. Moi, je trouve très optimiste. Alex, qu'il n'y ait pas de dissolution. Non, on est triste presque. Non mais objectif ou subjectif, comme vous voulez. Vous pouvez prendre tous les adjectifs. C'est-à-dire que pour moi, même s'il y a un budget au 31 décembre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dissolution. Enfin, il peut y avoir un budget au 31 décembre et le président de la République, parce que franchement, personne n'est capable de dire ce qu'il. D'ailleurs, on l'entend pas. Mais personne n'est capable de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut faire. Oui. Je suis même pas sûr que lui. Voilà, mais je suis même pas sûr que lui sache ce qu'il veut faire. Mais d'ailleurs, il peut y avoir une motion de censure aussi. Après le vote du budget. Il mettra un Lecornu 3. Non, c'est pas sûr. Franchement, il y a un moment, ça peut plus passer. Et il y a une chose que vous oubliez, c'est qu'il y a les élections municipales au mois de mars prochain. C'est ce qu'on dit. Non, mais des élections municipales qui sont programmées pour 7 ans et pas pour 6 ans. Parce qu'il y a les élections présidentielles, pareil, en 2032, c'est un jeu de calcul politique. Il peut très bien nous expliquer, puisque c'est pour 7 ans, on va en profiter, on va décaler d'une année. Alors ça ferait monter dans les localités, mais d'une année les élections municipales et refaire des élections législatives anticipées. C'est que coupler les élections législatives, si dissolution il y a avec les élections municipales, c'est pour brouiller les cartes politiques. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi porter un coup important aux partis traditionnels, partis de gouvernement, façon LR et PS. Oui, mais c'est risqué de faire ça. Non, mais c'est ce qui lui permet d'avoir la stabilité pour lui en ce moment. Voilà. Et pourquoi il cherche quelque chose d'autre? Pour lui, il veut finir en 2020, il veut finir en 2027. S'il déclenche une dissolution, il faut pour le coup qu'il obtienne ce qu'il n'a pas obtenu la dernière fois qu'il a déclenché une dissolution. Il voulait être le président de la République d'une cohabitation avec le Rassemblement national. Non pas majoritaire totalement, mais majoritaire en relatif. Donc ça fait beaucoup. Il a été trahi par Gabriel Attal qui lui a fait le Front républicain. Et cette fois-ci, il a peur maintenant de déclencher le bouton de la dissolution. Il n'est pas certain qu'il n'y ait pas de Front républicain. Il n'est pas certain que Jordan Bardella soit son Premier ministre. On se retrouve dans un instant. On va parler de Chine, de la vente de ces poupées sexuelles et d'une manière générale de l'hypocrisie du gouvernement, de l'avis même du président de la Fédération française de l'habillement qui, en gros, dit une chose, fait du en même temps sur ce dossier. Et puis on pourra parler également de ce chauffard qui une fois de plus a tué un jeune étudiant de 19 ans après un refus d'obtempérer, la prescription médicale de télétravail, beaucoup de sujets avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble pour commenter l'actualité. Quelques mots sur ce refus d'obtempérer qui a vu un jeune étudiant de 19 ans se faire faucher au petit matin après qu'un chauffard a refusé de s'arrêter. Il était vraisemblablement sous l'empire de protoxyde d'azote. Les délits de fuite, véritable fléau. On en parle, on en reparle et visiblement ça devient extrêmement compliqué. Il y a plus la peur du gendarme. Enfin, je sais pas, vous faites arrêter, vous vous arrêtez normalement dans la rue. Tout à l'heure, la mère de ce jeune homme sera l'invitée de Perico Légas. Mais c'est vrai qu'on ne peut qu'être interpellé par ces comportements. Plus 116% depuis entre 2018 et 2024, chiffre officiel. 30% des cas, c'est des voitures volées. Ouais. Et évidemment, vous avez raison de dire, il n'y a pas la peur du gendarme. Mais ça cache aussi une réalité qui est pas assez souvent dite, et je pense que c'est le bon endroit Sud Radio pour le dire. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui conduisent, parce que c'est obligé, je ne dis pas qu'ils ils font des délits de fuite, sans permis. Parce que leur permis, sans assurance parfois même, parce qu'ils peuvent même plus payer l'assurance, ou sans permis, ainsi de suite. Donc on est face à des réalités de ce type aussi dans ce pays. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des comportements délictueux, je vous le dis, plus 116%, souvent des contrôles sur des trafics de drogue qui ont augmenté aussi, et très largement. Donc il y a des fuites, 30% de véhicules volés. Mais je vous le redis, attention à cette histoire de plus en plus présente,
pas seulement en Île-de-France, mais partout, et dans le nord de la France, c'est la conduite sans permis parce qu'on l'a plus et qu'on peut pas faire autrement que de conduire, et parfois même sans assurance, qu'on peut plus payer l'assurance. Absolument. Donc il était déjà connu des services. 1 million de personnes, selon les statistiques, circulent sans assurance. Exactement. C'est incroyable. Oui, non, mais c'est que dire, quoi. Et ce jeune, et celui qui a été interpellé, le suspect a 31 ans, connu des services de police et donc il avait consommé du protoxyde d'azote. Le conducteur a contesté les faits alors qu'il a été interpellé après avoir abandonné son véhicule. C'est une tragédie. J'ai une auditrice qui me dit qu'elle connaît la famille et que le papa avait déjà perdu son épouse. Enfin bref, c'est une tragédie impossible. Impossible. Ouais. Là, ça rentre pas dans le cadre que tu décris, Jean-Christophe, sur le... Oui, non, mais j'ai juste en profité pour le dire et c'est pour ça que j'ai dit 116% en plus, 30% de voitures volées dans les affaires qui sont où il y a ces morts ou ces affaires-là. Ouais. Absolument. Parlons de Chine. Oui, Mehdi. À mon sens, la solution elle sera pas technique parce que là on a un problème qui est culturel. Quand vous avez le protoxyde d'azote, c'est dans ma rue des fois j'en trouve des bouteilles de protoxyde d'azote consommées par des jeunes. Donc il y a vraiment un problème avec la jeunesse à ce niveau-là. Et là, ça sera pas une solution technique qu'on va trouver. C'est peut-être même pas une question de légalité, c'est vraiment culturel. Donc, mais quelle solution ouais, donc là, j'ai pas de solution à proposer. J'ai pas de solution miracle. Ouais. Jean-Luc, vous aussi, vous constatez que c'est un phénomène. Je vis dans une grande ville qui s'appelle Marseille. Autour de chez moi, je trouve des bouteilles sur le bas des trottoirs absolument régulièrement. La solution est très difficile parce que tout ça arrive par container. Et généralement, puisqu'on va reparler de la Chine juste après, généralement de Chine. Or, on sait que pour les millions de containers qui arrivent, les douanes arrivent à en contrôler à peu près entre 5 et 10%. Exactement. Le reste, ça passe. Donc, contrôler les arrivées de ce genre, c'est même plus que compliqué, ça ne se fait pas. Ouais, non, mais mais il n'y a pas que le protoxyde d'azote, Vous avez le cannabis. Il y a les pétards, il y a les fusées aussi. Ouais, il y a tout. Il y a le cannabis, l'alcool, mais le phénomène principal, effectivement, c'est aussi la conduite sans permis, sans assurance. C'est un vrai sujet. Et le fait de ne pas s'arrêter parce qu'il y a un refus, parce qu'on refuse de s'arrêter. Le refus d'obtempérer, c'est aussi un comportement individuel. Donc là, il y a des questions à se poser. Et là, tu as raison, c'est sur l'image qu'on a vue de cet accident malheureux, ça n'a rien à voir avec le fait de conduire sans permis. C'est un comportement. Ouais, un comportement répréhensible par la loi, et pas normal. Mais 1 million, c'est quand même beaucoup. Alors, poupée à caractère pédopornographique, on a vu cette polémique, scandale, appelez-le comme vous voulez, exploser ce week-end. On a découvert que le site Chine vendait donc ces poupées qui sont qui représentent des jeunes enfants de taille d'un enfant et qui sont effectivement destinés à des jeux sexuels. Chine a annoncé qu'elle les retirait de la vente. Hier matin, elles étaient toujours en vente et force est de constater que ça existe sur d'autres sites également. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est la plateforme Chine qui est montrée du doigt, d'autant que ces vêtements vont être commercialisés au BHV. J'entendais ce matin que le patron du BHV expliquait que il allait y avoir un écran avec des caméras qui montrent les usines là-bas en Chine pour montrer que non, tout va bien et que les gens sont bien traités. Écoutez déjà ce que dit notre ministre de l'économie, Roland Lescure, à ce sujet. Nous, on répond à la provoque par la loi. Si les objets vendus par Chine, que ce soit d'ailleurs dans des magasins ou sur des plateformes, sont illégaux. Et c'est pas seulement évidemment un sujet de la pédopornographie qui est très grave, mais aussi des objets qui ne correspondent pas, par exemple, aux normes de santé françaises. On agira. Donc on répond à la provocation par la loi. Pardon, j'ai ri. Qu'est-ce qu'on peut faire face à Chine? Qu'est-ce qu'on peut faire face à... Ça, c'est l'autre ministre de l'économie. Ministre de l'économie, Roland Lescure. Donc il y a un parallèle entre la pédopornographie et le fait que des personnes travaillent. Je comprends pas le parallèle en fait. Ça, c'est de la mauvaise com de crise. Oui, c'est assez. Je demanderais qu'on interdise l'accès de la plateforme Chine au marché français. Enfin, c'est d'une naïveté confondante, non? Jean-Luc, c'est un sujet qui vous intéresse?
il y a un homme assez connu qui était ministre de l'Intérieur, qui est le délégué, qui s'appelle Christophe Castaner, qui est le délégué de Chine en France. Alors il a été remercié. Il a été remercié parce que il a un peu loupé son lobbying pour lequel il avait été embauché, me semble-t-il, ainsi que Nicole Gage. Il faut les citer parce que ce sont des gens qui ont assumé d'être au service de cette marque. Oui, ancien ministre de l'Intérieur. Je suis d'accord avec vous. C'est voilà. Bon, après Chine, chacun le sait, ou si on ne le sait pas, je le rappelle, c'est quand même l'exploitation. L'exploitation, le mot est faible, hein, des Ouïghours en Chine. Plusieurs centaines de milliers de travailleurs obligés. Si ce n'est pas de l'esclavage, en tout cas, ça s'en rapproche. Voilà. Et là, on ne parle que de ces poupées, c'est dégueulasse. Hein, c'est vrai, c'est ignoble. Mais c'est l'ensemble du système Chine qui fait que. Alors le plus terrible avec tout ça, et je critique pas les gens qui le font, c'est que ça se bouscule dans ces magasins. Mais c'est pas cher, vous avez des pulls à 5 €, des t-shirts à 1 €, donc évidemment que on parle de précarité et que c'est tentant et facile d'avoir ce type de vêtements, mais ce sont aussi des copies qui sont faites, beaucoup de copies qui sont même de jeunes créateurs qui sont sur Etsy, sur des réseaux qui essayent de vendre leurs vêtements, mais ce sont des grandes marques qui sont copiées. C'est tout un système pourri. Jean-Luc a raison de le dire, c'est un système. Je pense que, vous savez, dans les grandes négociations, on vient d'avoir une conversation entre Xi Jinping et Donald Trump. Il y a en partie ces questions-là aussi. Alors, c'est plus sur la drogue. Vous parliez des ports tout à l'heure, l'accès, ça a été dit, ça vient pratiquement des mêmes zones. On est dans des conversations géopolitiques que nous n'avons pas. C'est-à-dire que Chine, on le sait, oui, et on a eu un ancien ministre de l'Intérieur qui a cru bon devenir le porte-parole institutionnel, celui qui va négocier avec les autorités d'un pays. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, normalement, a exécuté... il a été ministre de l'Intérieur. C'est pas rien d'être ministre de l'Intérieur d'un pays. Il a été suffisamment longtemps pour détenir, d'ailleurs, un certain nombre d'informations, de renseignements, qu'on le sait bien. Eh bien, vous avez un système en face de vous qui, lui, c'est un système qui est basé... Alors ça, c'est moins grave, presque. C'est la copie de ce qui existe par ailleurs dans l'industrie textile, qui s'ennuie même pas parce qu'il récupère des captures d'écran d'autres sites de vente qui sont d'ailleurs fabriqués, soyons clairs, Jean-Luc a raison de le dire, tout le monde se précipite, mais ils sont tous fabriqués en Chine, alors pas forcément par de la région des Ouïghours, pardon, j'y arriverai pas, je vais dire yaourt, ça pas très bon. Ouïghours esclavagisés, c'est le cas de le dire, parce que pour le coup, depuis des années, soumis à une pression terrible, mais dans d'autres zones géographiques où l'industrie du textile chinoise a déporté, en Cambodge ou ailleurs, il y a des coins où c'est aussi terrible, parfois même à l'intérieur de grandes capitales européennes, pour d'autres types d'industries qui sont elles aussi copiées, mais qui elles aussi fabriquent dans des conditions abominables et vendant à des prix très chers des vêtements, pour le coup, qui sont pas de la fast fashion, mais de la fashion luxe. Donc ça veut dire qu'on est dans un système qui accepte ça. Et Roland Lescure, oui, il le découvre peut-être, mais il faut aujourd'hui qu'on ait une stratégie qui n'est pas simplement d'interdire le flux, parce que ça marchera pas. Mais vous avez un grand magasin qui a fait le choix d'introduire ça physiquement. Là, c'est plus de la vente en ligne, c'est-à-dire le BHV, avec des gens qui choisissent de s'allier commercialement avec ce système-là. Ça pose une question, ça pose une vraie question. Alors bien sûr, la poupée ou les poupées, c'est terrible. Il n'y a pas que ces Chine où vous l'avez, mais il faut le dire d'ailleurs. Non. Mais vous ça veut dire sur aussi... Amazon, voilà, vous trouvez, exactement. Mais c'est toute cette activation qui elle-même d'ailleurs a produit des effets terribles sur notre propre, ce qui reste malheureuse industrie textile de ce pays. Oui, Alex. J'avoue que je suis assez dépité de la situation actuelle. On parle des politiques, des accords géopolitiques, des discussions géopolitiques entre Donald Trump, les Chinois, les Russes, tout ça. Et c'est vrai que nous on a complètement disparu. Et quelquefois vous vous dites, peut-être qu'il faudrait qu'on se comporte un peu comme Donald Trump. Oui. Oui, absolument. Je vous dis franchement, moi je suis pas du tout un adepte de... Non, mais je suis pas du tout un adepte de Donald Trump, parce que je vois Jean-Luc réagir et je le comprends. Mais je suis pas du tout un adepte de Donald Trump, mais alors pas du tout. Mais je veux dire, Donald Trump se pose aucune question sur le business, sur le fait d'importer des produits, mais 100 € sur les colis chinois. Je peux vous dire que les gens consomment beaucoup moins chinois et peut-être qu'ils deviennent beaucoup moins bêtes que nous on le devient. Nous, tout nous semble normal. On va avoir en une du BHV, en grand, une photo du patron du BHV avec le patron de Chine. Peut-être qu'elle va pas être diffusée d'ailleurs cette photo parce que ce scandale ce week-end, tout nous semble logique, tout devient normal. Tout ça parce que quand vous voyez même pareil ces images au mois de septembre où vous voyez dans le nord de la France des gens qui se précipitent parce qu'il y a une promotion sur une marque de chocolat que je citerai pas à l'antenne et je dis pas que, encore une fois, je les incrimine pas, mais je veux dire juste on court vers la bêtise tout le temps.
Voilà. Ouais. Et ça, c'est pour moi la cerise sur le gâteau, permettez-moi l'expression, c'est ces poupées, et d'entendre un ministre pédopornographique, et d'entendre un ministre nous dire qu'il pourrait saisir la loi si il y avait à nouveau des poupées postées. Et je terminerai juste par une chose, c'est que tous les gens qui nous font la morale depuis des mois, tous les jeunes là qui nous font de Sciences Po la morale depuis des mois, tous les élus politiques qui nous font la morale depuis des mois sur ce qui se passe à Gaza, et ils ont le droit d'avoir un avis, la question n'est pas là. Où est-ce qu'ils sont quand il se passe ce qui se passe pour les Ouïghours, et que pour le coup c'est un génocide reconnu par l'ONU. Où est-ce qu'ils sont quand il se passe ce qui se passe pour les Ouïghours, quand nous dans nos magasins, et que eux les premiers d'ailleurs vont acheter et vont consommer? Nulle part, on les entend pas. Franchement, moi je trouve qu'on marche sur la tête dans le pays. On parle souvent du pouvoir politique, mais quelquefois les citoyens on pourrait aussi se remettre en question. On peut boycotter aussi cette marque. Après, effectivement, on va vous dire oui, mais j'ai pas d'argent, etc. Je pense que aujourd'hui, il y a des plateformes de seconde main qui font que vous pouvez trouver des choses. Vous avez les friperies qui marchent très bien. Pardon ? Vous avez les friperies qui marchent très bien. Oui, absolument. On se retrouve avec vous dans un instant sur Sud Radio. On a encore beaucoup d'autres sujets. On va parler peut-être du Soudan. On va parler des États-Unis et de l'élection de ce maire, vraisemblablement Zoran Mamdani. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors on avait entamé une discussion pendant la publicité sur un sujet qu'on voulait aborder, sur cette femme, cette voyageuse qui a demandé à ce qu'il y ait des wagons réservés aux femmes dans les transports en commun. Alors ça concerne l'Île-de-France, la SNCF, les RER et Transilien. Il y a déjà 11 000 personnes qui ont cité cette pétition. Ça fait suite entre autres à la terrible agression et tentative de viol subie par Johanna, par les différentes agressions qui se produisent dans les transports en commun. Mais bon sang, c'est un renoncement terrible que d'imaginer ça, un renoncement, une impuissance. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300, est-ce qu'il faut des wagons réservés aux femmes? Alors ça existe au Japon, mais le Japon n'a pas. Et à Dubaï, oui, me dit-on, mais c'est pas la même. C'est pas les mêmes cultures. Je sais pas ce que vous en pensez, Alex. Moi, je suis. Non, d'abord, premièrement, ces vidéos, ces agressions sur les femmes. Enfin, moi, ça me terrifie. J'ai vu cette vidéo de Johanna, cette jeune femme brésilienne à qui c'est arrivé, et la réaction exceptionnelle, mais normale en même temps, de cette femme à côté qui vient pour le porter secours. Bon, c'est ça qu'il faut en fait. C'est ce qu'on disait il y a 3 minutes, sur le fait que les citoyens doivent se prendre en main et doivent retrouver leur rôle un peu au sein de la société. Je pense que c'est ça qu'il faut. On peut pas, sous prétexte qu'il y ait des agressions de femmes, quand je dis sous prétexte, attention, que les choses soient claires, c'est pas normal et il faut combattre cela, mais on peut pas, dans ce contexte-là, se dire que pour régler le problème, il faut qu'on fasse des wagons 100% femmes. C'est quoi la prochaine étape derrière? C'est des trains 100% femmes avec des horaires spéciaux aménagés, puis les hommes pourront voyager à d'autres horaires. Comme ça, on alternera le travail des uns des autres. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut surtout pas céder à ça. Mais par contre, cette pétition, elle veut aussi dire quelque chose. C'est que les femmes ont peur. Et ça, on peut pas s'y résoudre. Il y a un moment, on a fait énormément ces dernières années pour les violences faites aux femmes. Il faut qu'on aille encore plus loin et qu'on casse les barrières au maximum. Et j'ai peur qu'on n'y arrive pas parce que c'est un problème dont on prend pas conscience malheureusement. Alors la régie des transports, Île-de-France Mobilité répond qu'il n'en est pas question a priori. Il parle de ces nouveaux trains qui sont des trains BOA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les wagons, ce qui permet peut-être une plus facile circulation, d'avoir peut-être plus d'agents également dans les transports et puis peut-être plus de caméras également. Mais c'est vrai que ce sentiment d'insécurité, il existe 20 000 appels qui sont traités par les agents pour des violences. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que je compte Jean-Luc, même s'il est à distance, mais il y a 4 hommes qui discutent d'une problématique qui concerne les femmes. Quelque part, ça m'émeut. Je comprends parfaitement ce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Alex, mais c'est une demande de femmes, de certaines femmes, qui se disent en danger. Ce qui veut dire, et là c'est plus grave, qu'elles ont assimilé le fait que dans les transports en commun, elles sont au hasard de l'insécurité. Bien sûr. Elles ont assimilé qu'elles sont potentiellement en danger. Et nous, notre seule réponse, c'est de dire, on va les mettre dans un wagon. On va vous mettre tranquillement dans un wagon, puis on va vous transporter d'un point à un point B. C'est un renoncement. C'est un renoncement total de la société. Non, mais on parle de mobilité, mais c'est en clair, la rue physique, sans parler du digital, où là, pour le coup, vous faites agresser. La rue physique est celle-là aussi. C'est-à-dire que vous avez de jour comme de nuit. Alors, je parle même pas de la nuit, si vous voulez. Vous conseillez à des jeunes femmes ou des femmes en général, ou vos enfants, de circuler en vélo. Alors, en faisant attention là aussi, parce qu'il y a le refus d'obtempérer.
pouvait faire percuter. Donc on est dans un monde aujourd'hui où cette incapacité à réguler malgré tout ce qui se passe, et ces agressions qui sont répétées, parce que c'est pas des déclarations comme ça qui sont faites n'importe comment, ce sont des actes concrets qui sont subis par des femmes, mais aussi des hommes, des homosexuels et ainsi de suite. Voilà, tout ce qui il faut revenir sur la table. Bien sûr que les femmes doivent être protégées, mais il y a aujourd'hui cette espèce de capacité physique dans la rue, dans les espaces de mobilité. On parlait du métro ou de la RATP pour l'Île-de-France, mais c'est les trains. Vous avez ça dans les trains. Demandez à des contrôleurs aujourd'hui de la SNCF comment ça se passe. Demandez, voilà. Donc, rue physique, mobilité. Donc, on est face à un défi qui est de dire effectivement, on doit pouvoir s'en emparer. On dit l'inverse à nos enfants. Aujourd'hui, n'interviens pas parce que tu risques un coup de couteau sur un téléphone qui est volé ou je ne sais quoi derrière. Donc, oui, il faut se défendre sans tomber dans la milice ou quoi que ce soit, bien sûr, mais il faut aujourd'hui relever la tête. En fait, je pense que le message, c'est de relever la tête. Et relever la tête, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne doit pas tourner la tête aussi, ni la baisser quand il se passe un truc comme ça. C'est un vrai risque. Ça veut dire qu'il faut amender, que ce gagne-terrain soit inversé. Inversé, c'est aussi notre rôle, pas simplement celui de l'État, qui en plus lui-même tourne la tête et met la poussière sous le tapis la plupart du temps. Juste avant que Jean-Luc n'intervienne, mais le chiffre est sorti, c'est 7 femmes sur 10 disent au moins avoir été une fois victime d'une agression, que ce soit sexuelle, dans les transports en commun, notamment en région parisienne. Bien sûr. Donc le chiffre, il est absolument, c'est 7 femmes sur 10. Ouais. 3117, c'est le numéro qui permet de contacter des agents, sauf que parfois, quand vous vous faites agresser, vous n'avez pas forcément votre téléphone en main, le temps de réaction, etc. n'est pas forcément là. Jean-Luc, des wagons pour les femmes, on en est arrivé là, quoi. Un peu de positif par rapport à ça, c'est difficile. Hein. Ouais. Sur les images qu'on voit parfois, qui sont filmées par des gens qui prennent les transports en commun, de gens qui réagissent, que ce soit les hommes ou les femmes, et qui réagissent par rapport à des agressions. C'est extrêmement courageux. C'est difficile, mais j'ai ça en tête parce que j'en ai pas vu que très peu. J'en ai vu quand même un certain nombre on doit être, alors quand je dis ça, c'est facile à dire quand on n'est pas dans le cadre particulier, mais je pense que c'est la seule solution. Parce que des forces de police, il y en a, des forces de sécurité, il y en a, des caméras, il y en a partout. Pas assez. Non, mais les caméras, il y en a partout. Oui, mais je vous parle des agents de sécurité, il y en a peut-être pas assez. Oh, quand même, dans les différents, dans les transports collectifs, que ce soit à Marseille ou à Paris, hein, il y a quand même une sécurité assez rapprochée. Alors évidemment, il y a des horaires plus difficiles que d'autres, c'est clair. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Ça joue sur la coopération générale positive d'un certain nombre de gens qui se croient encore. Il est possible de réagir. Oui. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on parlait des refus d'obtempérer. Si on fait le parallèle, vous en prenez une aussi. Enfin, je dis pas qu'il faut pas. Je suis d'accord avec vous. Et cette femme qui est intervenue pour Johanna, elle avait l'habitude de parler à des délinquants ou à des gens un petit peu compliqués. Mais vous avez aussi des gens qui sont sans aucune limite. Donc c'est compliqué aussi. Donc c'est compliqué aussi. Et qui sont plusieurs, etc., etc. Donc on comprend effectivement que les femmes hésitent à prendre les transports. Il faudrait une présence humaine plus importante de la part des services de sécurité. Les gamins aussi. Oui. Les gamins peuvent se faire agresser. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Jean-Luc, on va avec vous avant de passer aux infos. Vous aviez un coup de cœur pour terminer sur quelque chose d'un peu plus joyeux dans cette actualité. Merci. C'est le tennis de table, alors plus masculin que féminin, excusez-moi, en France, avec les frères Lebrun, avec Simon Gauzy. Enfin voilà, ce sport est devenu un sport extrêmement. Alors il est très asiatique, on le sait. Mais enfin, on commence à avoir la dragée haute vraiment très forte avec cette équipe, hein, parce que c'est vraiment une équipe très collective, qui est devenu champion d'Europe il y a à peu près maintenant 15 jours, qui font des résultats extraordinaires. Et en plus, ils sont sympas. Et on l'avait vu aux Jeux Olympiques, et ça continue encore aujourd'hui. Voilà, je voulais faire des trucs. Parce que j'aime bien, moi, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on discute de choses difficiles, délicates, la société n'est pas facile. Le monde politique dans lequel on vit en France en ce moment est pas facile. J'aime bien passer aussi à des choses un peu plus ludiques. Et puis puis on peut faire un gros coup de cœur à Antoine Dupont qui a prolongé son contrat au Stade Toulousain, au grand désespoir d'Alex. Non, moi je suis content qu'il reste en France parce que le problème c'était qu'il partait peut-être au Japon ou dans des championnats américains. On est très content.
qui reste à Toulouse. Avec Fiducial qui est partenaire évidemment, qui est à Paris, bien entendu. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, vous soutenez Paris. Voilà. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler des Ouïghours, on va parler de l'élection du maire de New York. Non, pas des Ouïghours, pardon. On va parler du Soudan, du Soudan et effectivement aussi du Soudan et du maire de New York, prochain maire de New York. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Tout de suite, on est ensemble avec vous sur Sud Radio. On est content de vous retrouver pour les débats avec Alex Darmon, journaliste politique. C'est sur votre chaîne YouTube qu'on vous retrouve. Les Indécis, Mehdi Raïch, analyste politique, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Et vous avez été membre du Conseil économique, social et environnemental. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler du Soudan avec vous, Mehdi Raïch. Qu'est-ce que, effectivement, on semble découvrir ce qui se passe là-bas. Vous aviez un coup de gueule? Un coup de gueule, oui, le saviez-vous? Je pense que vous ne serez pas d'accord avec Alex. Le saviez-vous, il existe un pays, apparemment sur un continent qui se prénomme l'Afrique, donc un pays qui s'appelle le Soudan. Donc j'ai découvert ça ce week-end. J'ai l'impression que pas mal de nos politiques ont découvert ce magnifique pays qu'est le Soudan. Alors son vrai nom, c'est pas le Soudan, c'est Palestine soudanaise ou Palestine de remplacement pour certains. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense à Thomas Porte. Donc je voulais pointer du doigt cette situation-là parce que j'ai déjà parlé ici des femmes afghanes, j'ai un petit peu parlé du Soudan une fois, j'ai parlé pas mal de crises humanitaires de ce type-là. Et voir qu'aujourd'hui ça devient un sujet parce qu'on a abandonné ce qui s'est passé à Gaza et il faut trouver absolument une Palestine de remplacement avec le Soudan. À titre personnel, ça m'indigne. J'en ai marre en fait. Ces personnes-là, elles ont besoin, je pense à tout ce qui s'est passé au Darfour dans les années 2000, à la situation qui est absolument catastrophique humanitairement là-bas. Et voir ça m'indigne profondément. Ce n'est pas une Palestine de remplacement, c'est un sujet grave, c'est un sujet qui touche à l'humanité, qui touche absolument toutes les personnes. Et voir cette politique, ou du moins cette manière de faire de la politique sur ce sujet m'exaspère au plus haut point. Donc sauf qu'on leur reproche de ne pas réagir. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on dit ils ont été centrés sur la Palestine, sur Gaza et autres. Et maintenant, quand on a, parce qu'il y a Thomas Porte, effectivement, l'a cité ici, qui a fait un tweet sur le Soudan. Il a découvert le Soudan ce week-end. Oui, il a découvert le Soudan ce week-end, effectivement. Donc vous dites que c'est de la récup. Oui, c'est de la récup. Et même si certains peuvent en parler momentanément en se disant mais oui, effectivement, c'est grave, ça je le comprends parfaitement. Mais de voir qu'on a passé pendant 2 ans, et la situation au Soudan, elle date pas d'il y a 2 ans, c'est une situation qui date d'il y a plus de 10 ans. Moi je me souviens quand j'étais adolescent, donc dans les années 2000, on parlait déjà de la situation de famine au Darfour. C'était un sujet qui faisait la une du JT. On a pu parler de la situation humanitaire au Soudan pendant des années. À partir des années 2000, il y avait toujours ces sujets-là au Darfour, au Nigeria ou au Soudan. Donc en fait, on a redécouvert ce sujet-là ce week-end, ou un peu plus tôt. On a vu la vidéo de cette femme qui est passée sur les réseaux sociaux juste avant une exécution. J'ai pas envie de spécifiquement dire ce qui s'est passé par la suite. Donc voir ça en fait m'énerve. En fait, j'ai juste envie qu'on soit honnête sur ce type de sujet parce que ce sont des thématiques qui sont tellement importantes, qui touche vraiment, à mon sens, à l'humanité. Donc soyons honnêtes et arrêtons de récupérer politiquement ces sujets, parce qu'on a envie d'exister dans une séquence politique particulière en France. Mais en même temps, on leur dit, oui, vous ne réagissez pas sur les autres drames. Donc, je sais pas. Non, mais on a au Soudan, depuis quand même maintenant de nombreuses années, 2 seigneurs de guerre qui s'affrontent. Je parle du Soudan Nord, qui sont soutenus, parce que c'est un conflit déporté aussi. Ça fait partie de ces conflits déportés. Oui. Pas de grande puissance, en l'occurrence, mais de puissance régionale, voisine. En l'occurrence, qui se situe dans la péninsule arabe. On est entre, par exemple, conflit entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui soutiennent pas exactement le même seigneur de guerre, vous voyez ? On est face à des choses comme ça. On est dans un conflit qui est très musulman, à l'intérieur de l'espace musulman, d'ailleurs, avec des forces qui, des 2 côtés, s'agitent. L'Égypte d'un côté, je le redis, le Qatar aussi, ainsi de suite. On est dans ce monde-là. Et ça fait des années, on découvre rien. Avec une incapacité, évidemment, peut-être une volonté aussi finalement de pas s'immiscer. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? On vend des armes, on profite d'un certain nombre de sous-sols, d'éléments de sous-sol aussi. On est dans quelque chose qui existe par ailleurs dans le monde aussi. Celui-là, il existe en permanence, il s'est jamais arrêté.
le média a raison de le dire, c'est quelque chose qui est en ligne depuis des années et qui permet, soutenu encore une fois, les 2 seigneurs de guerre dont on parle, ils vivent d'ailleurs beaucoup à Londres, dans les Émirats Arabes Unis pour certains, au Qatar et d'autres, ainsi de suite. Et donc là-bas, c'est pas le drame, c'est l'abomination. Parce qu'on est arrivé à des choses qui, quand on connaît de la situation, on voit aujourd'hui des images terribles, mais ces images-là, elles existent depuis très longtemps. Famine monstrueuse, exaction monstrueuse, on parlait des Ouïghours tout à l'heure, là il n'y a même pas la chance d'être emprisonné. Vous n'êtes même pas dans un camp à la limite, laissé à l'abandon depuis des années. Et le viol utilisé comme arme de guerre. Oui, et puis les femmes afghanes, enfin il y a un paquet de causes. Les femmes afghanes, elles n'existent plus dans l'espace politique ou médiatique. Il y a moins de 3 semaines, il y a eu un tremblement de terre en Afghanistan. Des femmes n'ont pas pu être sauvées parce qu'elles étaient des femmes, parce qu'il fallait pas toucher les femmes, elles étaient sous les décombres. Personne n'en a parlé. Ce sont des sujets qui n'existent pas, parce que c'est pas bankable, parce que c'est peut-être pas les bonnes victimes, j'en sais rien, j'ai pas envie de déblatérer sur ce sujet, mais je trouve ça dramatique la manière dont on les traite. Nos amis de Sciences Po d'ailleurs qui s'intéressent beaucoup, qui sont très universalistes, on les voit pas beaucoup d'ailleurs. Parce qu'ils ont des examens en ce moment, ils peuvent pas tout faire. Vous pensez? Non mais c'est très sélectif quand même. Hein. Non mais même, et puis pardon. Un tweet c'est pas très long à faire. Non, enfin je crois pas, encore faut-il pas faire de faute d'orthographe. Mais juste une auditrice me dit, y a-t-il des électeurs soudanais pour LFI? C'est une bonne question. Non, mais malheureusement, voilà, quand on en est réduit, ça se demandait comment on peut encore plus partager la société et pouvoir plaire politiquement, électoralement parlant, aux Français. Il faut pas oublier, je suis désolé, j'essaie de le faire à chaque fois quand je viens, qu'il y a pas la peine d'aller aussi loin pour dire que nos politiques oublient des gens. C'est bien d'aller aussi loin, mais on pourrait aussi parler de nos otages, que ce soit en Algérie, ces 2 journalistes ou même en Iran. Voilà, on en parle très peu. Et c'est vrai que les politiques s'en saisissent très peu de ces questions-là parce que peut-être que ça ne rapporte pas électoralement, tout simplement. Mais on parlait des Ouïghours il y a quelques minutes. Les Ouïghours, je vous rappelle quand même que la France Insoumise était le seul parti à s'être abstenu en 2022 d'une résolution qui condamnait la répression et la situation des Ouïghours en Chine. C'était le seul parti, parce qu'il disait que ça correspondait pas à la réalité. Mais par contre, ils appelaient tous les jours à voter une résolution et même à rentrer en guerre quasiment face à Israël parce qu'il y avait un génocide à Gaza. Bon, voilà, c'est malheureusement des situations qui sont assez contradictoires, ce qui n'enlève en rien la situation à Gaza, du drame humain que ça peut être et que fait encore, et sur lequel il faut faire en sorte que le cessez-le-feu tienne. Mais je veux dire, c'est 2 poids 2 mesures. Et moi, c'est plus ça qui me gêne. Et sur le Soudan, je vais être tout à fait transparent avec vous. Je vais pas dire que j'ai découvert le Soudan ce week-end comme Thomas Porte, parce que je savais ce qui s'y passait. Mais effectivement, comme on en parle très peu dans les médias, comme on est très peu informé, comme on lit très peu de choses dans la presse sur ce qui se passe là-bas, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est terrible quand on voit les premières images qu'on découvre en ce moment même dans les médias. C'est assez terrifiant et terrible. Je rappelle que Boualem Samsal est toujours emprisonné, qu'une rumeur de grâce circulait pour ce 1er novembre et qu'elle n'a pas eu lieu. Oui, parce que traditionnellement on fait la grâce au 1er novembre qui était l'anniversaire du soulèvement. Donc il n'y a pas eu de grâce et c'est vrai que l'interview de Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur, ce week-end dans Le Parisien, où il prend vraiment ses distances avec Bruno Retailleau en disant le bras de fer ça ne marche pas, sauf que il n'y a pas eu de bras de fer. Bruno Retailleau a parlé. La technique a parfaitement marché jusque-là. Même sans ça, il est revenu. Non, mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu. Il a menacé, mais il n'y a pas eu de mesure concrète de prise. Et de toute façon, le pouvoir algérien, il ne comprend que le rapport de force. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour Boualem Sansal, vous n'avez pas d'autre option que de faire du rapport de force. Je ne vais pas expliquer ce qu'est le pouvoir algérien. Je l'ai déjà dit ici. Mais il a été construit dans les forges soviétiques. Et en même temps, c'est un pouvoir qui, depuis la décennie noire, avec la charte de la Concorde civile en 99, puis les accords de 2006, a une nature c'est un État qui s'est disloqué de l'intérieur et qui est maintenant assimilé avec une partie du terrorisme depuis les années 99. Donc c'est un pouvoir qui ne comprend que la violence. Il ne comprend que le rapport de force. Si vous n'y allez pas au rapport de force, pour eux, ils s'amusent. C'est de la politique intérieure pour eux, en fait. C'est un moyen de communication. Mais il n'y a pas eu de rapport de force. Il n'y a rien eu. On a accueilli, on a laissé les visas pour les étudiants. Pourquoi pas d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de... Alors, il n'y a pas eu de la part du pouvoir, effectivement, exécutif, mais avec ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, sur cette résolution qui est passée sur la dénonciation des accords de mai 68. Si on suit le raisonnement et le fonctionnement politique de Sébastien Lecornu, il devrait y avoir débat normalement à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça sera le cas. Alors, il a dit non, apparaît par la suite. Oui, mais il peut toujours dire oui dans ces cas-là. J'aimerais bien qu'il c'est une contradiction. Ouais, on est d'accord. Bon après
j'y crois pas trop non plus, mais n'empêche que c'est en train de plus en plus d'apparaître sur les actualités politiques. On se retrouve dans un instant, on va parler avec vous de cette élection importante à la mairie de New York avec un grand favori, Zoran Mamdani. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur ce candidat né en Ouganda, citoyen américain, qui fait partie de l'aile gauche des démocrates. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio à 11h30. On va recevoir le grand, l'unique, le formidable Philippe Manœuvre qui monte sur scène pour raconter sa vie. Et évidemment, avec lui, on va parler de télé parce qu'il a fait beaucoup d'émissions. Alors avec vous, Alex, on va parler de New York, de l'élection d'un nouveau maire et un favori, Zoran Mamdani. Ouais, la ville de tous les paradoxes, New York. Tous ceux qui ont été à New York adorent cette ville. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Moi, j'adore New York. J'avoue que c'est même pas un coup de cœur ou un coup de gueule, c'est un coup de stupéfaction, on va dire, sur ce qui se passe, ce qui va se passer demain à New York, puisque c'est les élections municipales et que 3 candidats vont s'affronter. Donc, vous avez Zoran Mamdani, qui est le candidat démocrate très à gauche, même pour les démocrates. Vous avez en face de lui Andrew Cuomo, qui est l'ancien gouverneur de New York. Et vous avez un troisième candidat, qui est le candidat républicain, et qui lui est très à droite pour le coup. Zoran Mamdani, qui est en tête largement dans tous les sondages, a fait une campagne assez atypique, puisqu'il a fait une campagne via les réseaux sociaux, via TikTok, Instagram, avec des vidéos, il faut reconnaître, très persuasives et très bien montées, très bien amenées. Mais il a fait aussi une campagne un peu choc sur les propos qui correspondent pas tellement à la ville de New York, qui, je le rappelle d'ailleurs au passage, lors des élections présidentielles, dernières élections présidentielles, avait considérablement réduit l'écart entre les démocrates et les républicains, puisque de mémoire, je crois que finalement la victoire de Kamala Harris dans cette région qui est traditionnellement démocrate avait été que de 10 points supplémentaires, alors que d'habitude c'était 20 ou 25 points supplémentaires. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit Donald Trump largement intervenir dans cette campagne, parce que New York, ça reste quand même sa ville. Hein. Il est originaire de New York et il y a la Trump Tower à New York. Bon, en tout cas demain, Zoran Mamdani, qui a fait une campagne donc largement diffusée sur les réseaux sociaux, où les jeunes semble-t-il vont beaucoup voter pour lui, a aussi tenu des propos assez étranges. Moi, je parle pas du fait qu'il soit musulman. Ça me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut. C'est sa vie privée. Et voilà. Ça vraiment, pour le coup, ça le regarde. Mais c'est plus sur la politique internationale, où notamment au moment de ce qui s'est passé à Gaza, il appelle à une intifada globalisée. Il est pour une intifada globalisée dans une ville comme New York. Pardon, ça fait un peu tâche. C'est comme quand il dit que si le premier ministre israélien se rendait sur son sol, il faudrait l'arrêter et ça lui ferait très plaisir qu'on l'arrête. Pareil, il appelle à un génocide de ce qui se passe à New York, mais on l'entend pas beaucoup sur ce qui se passe effectivement au Soudan ou dans les villes ouïghours. Ça, c'est pour la politique internationale. Et pour la politique plus nationale, et ce qui concerne en vérité la vie d'un maire, il est vrai qu'on semble pas très clair sur ce qu'il veut faire. Donc on n'a pas vraiment de point de campagne, si ce n'est distribuer largement aux pauvres, c'est très bien, mais ne plus faire de taxes, annuler toutes les taxes pour les New-Yorkais et bien évidemment s'en prendre aux plus riches et aux patrons. Voilà. Donc demain, c'est quand même une élection extrêmement importante, c'est New York, c'est l'une des plus grandes villes américaines, voire du monde, New York, et donc c'est attendu avec impatience, et ça serait la première fois qu'un maire aussi à gauche, même je le répète pour les démocrates, passerait ce tour et deviendrait maire de New York. Et on en est là aussi, il faut le rappeler, parce que l'ancien maire de New York, Eric Adams, n'a pas pu se représenter parce qu'il est sous le feu de scandales vraiment considérables, notamment avec sa maman et des malversations financières, voilà. Donc on en est là aussi par une situation de jeu de chaise musicale qui est assez surprenante. Donc demain, c'est un moment qui va être, je pense, important aussi pour Donald Trump, car si Zoran Mamdani venait à gagner, ça serait un vrai coup dur pour lui. Il faut aussi rappeler que Zoran Mamdani ne peut pas se présenter au niveau national. puisqu'il n'est pas américain, il est né en Ouganda. Voilà. Vous suivez cette élection, Jean-Christophe ? Moi j'ai trouvé très intéressant ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que quand on aime New York, on a vu aussi New York basculer dans quelque chose qui était invisible pour beaucoup de gens. Donc je pense que ça correspond là aussi à une réalité concrète de terrain, ultra populiste,
ultra populiste. Sa campagne, elle est, c'est Robin des Bois qui va prendre aux riches et donner aux pauvres, qui va taper ceux qui... Bon. Et en même temps, celui d'ailleurs qui ne refuse le soutien de tous les classiques du Parti démocrate. C'est assez cohérent, même jusqu'au bout. C'est-à-dire que surtout personne dans sa campagne refuse d'avoir les Clinton, les Obama, les je ne sais qui et tout ça dans ses pattes, parce que considérant qu'eux-mêmes sont soumis à la traîtrise et aux malversations potentielles. Je parle pas de gens qui ont été Monsieur Weinstein et compagnie. Donc on est en quelque chose qui, on est quand même dans quelque chose qui est là-dedans. C'est-à-dire que pour le coup, il est allé s'enraciner très concrètement avec la génération Z, avec les gens qui sont les classes les plus populaires, contre des candidats qui pouvaient être très forts d'ailleurs sur par exemple les États-Unis noirs, par exemple. C'est-à-dire que c'est important aux États-Unis, vous voyez, notamment à New York. Il a été très performant là-dessus, alors qu'il correspond pas à ça. Et il a utilisé effectivement les bulles d'audience extrêmement concrètes. Antisémitisme, soyons clairs, faut être un peu moins autour du jeu. Il a été un candidat antisémite quasiment dans les propos, c'est clair, anti-sioniste, anti-Israël, anti-juif pour une large partie, ce qui est pas évidemment à New York un peu particulier effet, mais ça correspond exactement au point d'équilibre de ce qu'il fallait probablement pour basculer cette ville. Encore une fois, je vous le dis, invivable pour la plupart des gens. Moi, j'aime New York, mais j'aime pas particulièrement ce qui est devenu cette ville, c'est-à-dire intouchable pour la plupart des gens. C'est pas la seule, Londres en partie, Paris pour partie aussi. Et qui s'est dégradé d'un point de vue sécurité aussi depuis un certain temps. Voilà. Ce que je note, et j'adore l'avis d'Alex sur ce sujet, mais c'est la manière dont il a fait sa campagne. Je pense que ça deviendra un modèle pour la suite. Notamment dans des campagnes, on va arriver les municipales et la future élection présidentielle. Je pense que ça va devenir un véritable modèle du genre en termes de communication, la manière dont il a utilisé les réseaux sociaux. Tu parles d'ultra-populisme. On va arriver sur ce modèle-là, il n'y aura même plus de fond, ça sera vraiment du storytelling de 15 secondes, 20 secondes. Voilà. On va arriver vers ce modèle-là, et là on est peut-être face à... Il a fait beaucoup de vidéos. On est probablement face à une question démocratique qui va se poser Valérie, sur les débats publics. Pour être performant comme ça, il faut avoir beaucoup d'argent, ce qu'il avait, mais aussi être très soutenu par les plateformes et les algorithmes des plateformes, ce qu'il a été. Attention, ça veut dire ça pose une vraie question, parce que tous les candidats, faut pas faire croire aux candidats municipaux la prochaine fois que sans argent, ce qui est le cas des campagnes françaises, parce qu'ils ont pas d'argent, ils vont faire plus de zéro vue sur ce qu'ils font. Là, c'est beaucoup d'argent pour une partie, parce qu'on achète aussi de la présence, on a des gens, on a des soldats digitaux, ça a été préparé de longue haleine. Il n'y a pas de miracle là-dessus, ça n'existe pas. Et surtout, le soutien des plateformes. Donc c'est beaucoup moins clair. Même Donald Trump, cette idée de l'ambiguïté, moi je qu'il a besoin d'un ennemi utile dans une de ces villes aux États-Unis. Je vous assure que ça peut être très proche de ça aussi. Et après, franchement, on l'a dit, il a fait une campagne très très forte, très puissante sur les réseaux. C'est un ancien rappeur, il sait aussi écrire et aussi s'adresser directement avec les bons mots. Et aussi, franchement, il faut reconnaître une campagne où il a réussi à cibler sa population. J'ai vu que vendredi, pas sans moyens et sans le soutien des amis. Bien évidemment, mais j'ai vu que vendredi, il a fait une vidéo entièrement en arabe pour s'adresser à la communauté arabe de New York, qui a cartonné. Il parle 100% en arabe. Et même ça, le simple fait de parler arabe à New York. Et en faire une communication dessus, c'est complètement innovant. Ça va attirer les gens. On parlait en espagnol à New York avant, dans le multiculturel. Mais c'est une ville qui est à gauche, New York, qui est plutôt démocrate. C'est une ville qui est plutôt démocrate, encore, mais pas à ce point-là. Non. Pas à ce point-là. Et là, vous avez en plus en face un autre candidat qui était qui est aussi démocrate, Andrew Cuomo, qui est aussi démocrate, ancien gouverneur de la ville, qui était conseiller de Bill Clinton. Et même malgré ça, il arrive, parce que l'autre candidat républicain, pour le coup, lui, il est très à droite. Donc je pense que c'était pas le bon placement aussi pour les républicains dans cette ville-là à ce moment-là. Mais même malgré ça, il arrive à prendre le large. Donc c'est quand même une vraie prouesse et une vraie performance. Et Valérie, c'est pas une très bonne nouvelle pour le Parti démocrate lui-même. Non. Je vous assure que non. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis que derrière, je pense que le mouvement MAGA n'est pas si mécontent que ça de cette possible victoire. Oui, ça permet d'avoir un épouvantail. Au contraire, je vous assure que... Et Donald Trump a dit qu'il s'en occuperait personnellement. Mais voilà, c'est l'ennemi utile. C'est Robin des Bois, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Voilà. Vous avez vu la nouvelle salle de bain de Donald Trump ? Vous avez pas vu? Non, j'ai pas vu. Il a fait rénover entièrement une salle de bain qu'il a postée sur les réseaux, qui est entièrement en marbre, du sol au plafond, avec une robinetterie dorée, avec un lustre, comme dans toute bonne salle de bain, un lustre en cristal. Mais pour ça, il a détruit une jolie salle de bain art déco.
Et donc, il en est très fier. Donc, il a communiqué avec les toilettes dans la salle de bain. Ça, c'est très américain aussi. Et qui donne sur... Alors, les toilettes donnent sur la nouvelle salle de bal qui est en train d'être construite. Parce qu'il recompose la Maison Blanche. Qui est construite. Qui est construite grâce à des dons, parce que ça va être gigantesque. Il recompose la Maison Blanche. Voilà. Vous n'avez pas vu ça? Non, j'ai pas vu, mais je vais vous regarder. Des toilettes avec un lustre, excusez-moi, mais faut le voir. Mais tout en marbre, avec du sol au plafond. Ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux. Quelques mots d'un sujet qu'on avait prévu de traiter, donc vers une prescription médicale de télétravail sur les députés qui veulent autoriser les salariés en arrêt à travailler depuis chez eux. Je ne sais pas qui leur a soufflé cette idée. Alors, est-ce que c'est d'autoriser les salariés à télétravailler, ou c'est d'autoriser les patrons à demander aux salariés de télétravailler? Je ne sais pas dans quel sens ça va se passer. C'est une pratique qui a été adoptée en fait vendredi dernier lors de l'examen de la commission des affaires sociales. Alors, est-ce que ça va passer ou pas? C'est compliqué dans votre métier. Moi, je trouve ça, soit on est malade, soit on l'est pas, quoi. Il y a pas de, on est malade, mais à 14h, on va un peu mieux pendant 1h30, donc on travaille, on télétravaille. Enfin, faut arrêter de vouloir inventer tout et son contraire. Le travail, c'est prescrit par un médecin. Bah voilà. Là, on va confondre santé et performance au travail, ça va être très compliqué. 76% des salariés ont déjà télétravaillé alors qu'ils étaient malades. Les deux amendements mettent en avant l'augmentation des coûts des arrêts maladie. Alors, on peut mettre en parallèle avec la déclaration de Pierre Moscovici ce matin, qui a déclaré que le financement, que le budget de la Sécu était en roue libre et que il y avait plus de, il y avait quel poste Pierre Moscovici déjà? Ça s'appelle un truc, c'est un machin qui s'appelle la Cour des comptes. Ah, je me disais aussi. Voilà. Donc budget de la Sécu, la Cour des comptes alerte sur la perte de contrôle des finances sociales. La perte de contrôle, le mot est très fort, hein. Parce que ça, oui, je vous vois soupirer. C'est-à-dire mais l'idée même qu'on en soit à rédiger ou penser un texte qui permette à des malades de télétravailler. Voilà, on perd le problème des boussoles, c'est qu'elles aident parfois à retrouver le nord, le sud, ainsi de suite, et on finit par être complètement perdu. C'est-à-dire que quand on parlait, je vous disais, ce budget Frankenstein, c'est aussi finalement ce que devient notre Parlement. Et notre Parlement, c'est nous. Notre Parlement, c'est nous, c'est notre base démocratique. C'est pas seulement le président de la République qu'on élit effectivement directement en France. On élit des parlementaires, on élit des députés, alors indirectement des sénateurs. D'ailleurs, on sait même plus. Alors Jean-Luc Benamias, d'ailleurs, qui est pas là, mais qui disait qu'il regarde le Sénat. Oui, enfin, faut pas vouloir non plus s'endormir. Voilà, faut le regarder très tard le soir parce que non, il y a des bonnes commissions. D'accord, mais c'est les travaux de commission et les rapports sont intéressants. Mais sérieusement, le cœur battant de notre démocratie, a priori, c'est l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Vous vous rendez compte, on est à un moment où, quelque part, le purgatoire n'est pas loin. Ouais, juste, vous irez voir parce qu'on parle de travail, on se moquait des propos de monsieur Farandou, notre ministre du Travail, qui disait, est-ce qu'on a perdu le sens du travail? J'ai découvert un terme ce week-end, le quiet quitting. Je sais pas si vous connaissez. Le quoi? Quiet quitting, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui font que ce pourquoi ils sont engagés, et dès qu'on leur dit quelque chose, ils montent leur feuille leur fiche de mission. C'est très anglo-saxon et c'est en train de s'importer aujourd'hui en France. Et je trouve ce terme exceptionnel, où je me moquais de monsieur Farandou, et peut-être qu'il a raison, on a peut-être perdu le sens du travail et l'effort du travail. Je suis persuadé. Merci à vous, et on se retrouve dans un instant avec Philippe Manœuvre, la légende. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie